Bonjour à vous voyageurs. Saviez-vous que certaines œuvres d'art sont réputées hantées, que d'autres encore auraient le pouvoir de réveiller les démons, ou seraient issues de rêves étranges où la réalité et le monde surnaturel semblent se côtoyer? C'est les questions dont nous allons parler aujourd'hui à l'occasion de la visite d'un musée vraiment étrange. Je vous emmène à la découverte d'un lieu où l'imaginaire ne semble avoir de frontières que ce que notre esprit peut tolérer. C'est le musée d'art brut, la fabuloserie. Mais avant toute chose, si les lieux insolites, l'étrange et les mystères de notre planète vous intéressent, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Marie-Élise et je sors au moins 2 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Allez, c'est parti! Imaginez un endroit où chaque œuvre d'art semble sortir d'un rêve, où l'ordinaire devient extraordinaire et où les règles de l'art traditionnel volent en éclats. Ce musée est unique en son genre. Il abrite des créations aussi fascinantes qu'intrigantes qui semblent habitées par une inspiration sans norme. D'ailleurs, les artistes présentés n'en sont pas vraiment à la base. Parfois fous, enfermés dans leur névrose, ce que l'on voit n'est que la surface de leurs âmes tourmentées. En fait, la fabuloserie, c'est un véritable cabinet de curiosité de l'art où se mélangent des visions parfois dérangeantes mais toujours intrigantes. Situé à Charny-Auray-de-Puisaye, un petit village de Bourgogne à environ 150 km au sud de Paris, le musée La Fabuloserie est un véritable trésor caché pour les amateurs d'art et les curieux de tous horizons. Ce musée a été créé dans les années 1980 par Alain Bourbonnais, architecte et passionné d'art, qui a dédié sa vie à rassembler des œuvres d'art brut. Ce sont en général des artistes autodidactes. On raconte que certaines œuvres de la fabuloserie possèdent une énergie si puissante qu'elles semblent vivantes. Des visiteurs parlent d'avoir ressenti des présences mystérieuses, comme si les artistes eux-mêmes étaient encore là, communiquant à travers leurs œuvres. Pour l'avoir visité, je vous assure que c'est un lieu vraiment étrange, un espace où l'art et le mystère se mélangent dans un chaos visuel. En fait, les mystères autour de l'art sont depuis longtemps documentés. Je pense notamment au tableau L'Enfant et la mort du peintre expressionniste norvégien Edvard Munch, mais il y a aussi les photographies spirites où apparaissaient des étranges fantômes, et il y a aussi par exemple la statue qui s'appelle la Black Agey de Pikesville dans le Maryland, qui était réputée pour prendre vie la nuit et qui a tellement effrayé les habitants alentours qu'ils ont dû l'enlever du cimetière où elles étaient situées. D'ailleurs, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on pourra en reparler plus tard. Lors de ma visite, j'ai eu la chance d'avoir des guides passionnés, des étudiants en art qui m'ont accompagnée et qui m'ont chacun ouvert un peu les portes de cette exposition et surtout une meilleure compréhension de chaque œuvre en me permettant aussi de voir que certaines œuvres pouvaient être manipulées, ce que bien sûr le public ne fait pas mais qui se fait en démonstration. Car ce n'est pas n'importe quel type d'art. En fait, on a parlé par exemple de la différence entre l'art naïf, l'art primitif et l'art brut. Il faut savoir que l'art brut est réalisé sans intention d'être exposé par des artistes qui en général sont autodidactes et qui finalement donnent un petit morceau de leur vie à travers leur réalisation. C'est pourquoi on peut croire en visitant la fabuloserie que c'est par exemple de l'art primitif. L'art primitif, en fait, c'est complètement différent. C'est l'art des peuples primitifs qui, en général, sont des peuples peu évolués et surtout qui, dans la plupart des cas, ne maîtrisent pas le langage. Ici, on est sur des œuvres totalement différentes, d'illustres inconnus, ou presque, puisque certains sont devenus très connus dans leur domaine, et notamment dans l'art brut. Et en fait, c'est pas un travail simpliste. Au contraire, ce sont des œuvres hyper techniques, très avancées, avec des matériaux auxquels on ne s'attend pas, qui peuvent être des sacs en fait, de la nourriture. Il y a des œuvres faites à base de nourriture. Beaucoup sont du recyclage des morceaux de bois, des cailloux, des objets trouvés à disposition. Et en fait, chacune raconte une histoire chargée d'émotions.
Chaque œuvre présentée est finalement une tranche de vie. Parfois aussi, c'est le reflet d'une épreuve que l'artiste a surpassée. Souvent aussi, elles sont teintées d'humour, d'espièglerie et beaucoup de joie, malgré ce premier abord de l'œuvre qui peut sembler vraiment déroutant et parfois rebutant pour ceux qui ne sont pas habitués à voir des œuvres d'art en général et encore moins pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'art brut. À vrai dire, il est difficile de ne pas être ému, bouleversé, touché par les œuvres qui sont présentées à la fabuloserie. L'ambiance est à la fois joyeuse et déconcertante. On peut passer des heures à se perdre dans l'exposition, à regarder des détails et à essayer de se demander qu'est-ce qu'il est passé par la tête du créateur au moment où il a décidé de faire cette œuvre. Mais cette exposition semble aussi habitée par les âmes des personnes qui ont réalisé ces œuvres. Moi, personnellement, ça m'a fait penser à l'anecdote du fauteuil de Bela Lugosi, qui était l'acteur qui a incarné Dracula dans les années 1930. Il est mort en 1956 dans son sofa préféré. Et en fait, ceux qui ont récupéré le sofa disent qu'ils pouvaient ressentir la présence de cet homme lorsqu'ils étaient aux alentours de l'objet. Comment aussi ne pas penser aux œuvres d'Adolf Wolfli, qui est lui aussi un artiste d'art brut, qui a réalisé une partie de ses œuvres en asile psychiatrique, qui étaient considérées comme obsessionnelles, tourmentées et peut-être influencées par des forces d'un autre monde. La fabuloserie, c'est bien plus qu'un simple musée. C'est une invitation à ouvrir son esprit et à voir le monde différemment. D'ailleurs, cette phrase pourrait aussi résumer le travail qu'on fait sur cette chaîne. Et cette rencontre avec le musée, cette rencontre avec ses œuvres m'a donné envie d'approfondir sur les liens entre l'art et le surnaturel. On en parlait en fait sur la vidéo précédente sur les lignes de Nazca. Il y a certaines réalisations, certaines créations qui sont tellement en dehors de notre système de pensée traditionnel que l'on ne peut pas s'empêcher d'imaginer une explication surnaturelle. La question serait, est-ce que c'est vraiment le cas? Y a-t-il intervention surnaturelle dans certaines œuvres d'art? Bien sûr, si on évoque les collections d'art occulte, il faut citer le Surnateum, extrêmement connu et qui se situe en Belgique. Cette collection, qui est un véritable cabinet de curiosité, a été initiée par Christian Schellmann et se compose d'artefacts magiques. Preuve, selon le collectionneur, de la persistance du surnaturel et du fantastique dans nos sociétés. On est donc bien là sur du surnaturel choisi, sélectionné et exhibé comme tel. C'est aussi le cas de ce musée en Angleterre qui s'appelle le Haunted Antiques Paranormal Research Center, donc en fait le centre de recherche paranormale en antiquité hantée, qui présente des objets hantés, maudits, occultes, qui est bien évidemment hanté lui-même, le lieu est hanté, et surtout qui, dans le cadre de son centre de recherche, propose aux visiteurs d'écrire noir sur blanc dans un carnet leurs expériences avec les objets qu'ils ont pu voir et toucher dans ce musée. Mais quand j'ai fait mes recherches, ma question précise était: existe-t-il des collections d'art qui n'avaient à la base pas vocation à être paranormales, hantées, étranges, mais qui le sont devenues? C'est comme ça que je suis tombée sur une anecdote sur le musée d'art de Cleveland. À l'occasion de l'accrochage d'une exposition qui s'appelait Peindre le jardin moderne de Monet à Matisse en 2015, une photo a été prise où on semble voir un des artistes, justement le peintre impressionniste des nénuphars, Monet, s'appuyer sur le balcon d'un escalier qui surplombe justement son portrait juste en dessous. C'est le conservateur du musée qui s'appelle Jeffrey Streen qui montre en fait cette photo et l'exhibe comme étant la preuve que le fantôme de Monet est venu lui-même inaugurer finalement sa propre exposition. En 2010, le musée a publié une série d'articles sur justement les rencontres un peu surnaturelles, étranges qu'il y a eu lieu sur place, et notamment un jour, ils ont vu l'ancien directeur du musée, qui était donc décédé, se balader
dans les couloirs. En fait, de très nombreux musées, parmi les plus grands comme le Louvre, relatent des séries de phénomènes étranges. Et ça semble faire sens si l'on croit à la possibilité que les objets gardent une trace de leur passé ou même encapsulent l'âme de ce qu'ils ont rencontré, de ce qui leur est arrivé et aussi de leur auteur. James Smithson, le donateur fondateur du Smithsonian Institute, le si fameux, a été vu de nombreuses fois au siège de l'organisation qui s'appelle le Château. Cet endroit est aussi le centre d'information du lieu. Et il faut savoir qu'il y serait enterré depuis 1904. Mais ce n'est pas tout sur cette collection d'artefacts étranges si célèbres. En fait, le Smithsonian Institute semble coutumier des apparitions de fantômes. Il y a eu notamment Fielding, un paléontologue qui a vécu dans la tour du château et y est décédé en 1876, qui semble toujours y errer sous forme de fantôme. Il y a aussi d'autres apparitions qui incluent l'explorateur Amy Bessel et le secrétaire Joseph Henry, qui ont tous les deux dévoué leur vie à cette institution. Et pour que vous compreniez bien le contexte, le Smithsonian Museum ou la Smithsonian Institute est en fait une institution de recherche scientifique créée sous l'égide de l'administration américaine en 1846. Alors, au fur et à mesure des années, elle a fait de nombreuses choses. Elle a fait de l'éditorial, des articles, il y a un musée, il y a un centre de recherche. Mais surtout, le Smithsonian Institute est connu pour récupérer de très nombreux artefacts étranges de par le monde. Certains parlent même parfois de recherches qui sont faites, des artefacts étranges sont trouvés, et hop, quelques jours après, le Smithsonian Institute est passé et ils ont pris les artefacts et on ne les revoit plus jamais. En fait, le Smithsonian Institute, c'est un peu aux confins des Men in Black et de la fondation SCP, si vous voulez, mais dans la vraie vie. Mais revenons au cas très précis des œuvres d'art étranges. Alors, une des plus connues que j'ai pu voir lors de mes recherches, c'est The Hands Resist Him, ça veut dire les mains lui résistent. À vrai dire, cette œuvre d'art dont je vous mets la photo à l'écran est déjà très flippante en elle-même. Mais elle a continué son histoire après le décès de son auteur, donc en fait qui s'appelle Bill Stoneham, qui est un artiste californien, et lorsqu'il est décédé, c'est une famille qui a récupéré son tableau et qui a décidé un jour de le mettre en vente sur eBay. Cette vente n'a pas été classique, puisque le tableau a clairement été annoncé comme hanté. Donc en lui-même, comme vous pouvez le voir, le tableau représente un garçon au regard vide, accompagné d'une poupée presque humaine, avec derrière eux une baie vitrée avec des mains qui semblent apparaître. La famille qui l'a vendu a non seulement dit qu'en fait leur fille de 4 ans était terrorisée car elle disait que la nuit, les personnages prenaient vie et rentraient dans sa chambre, mais elle précise que des photos de vidéosurveillance semblent avoir vu cette poupée tenir un pistolet. Regardez bien, effectivement, la pareidolie peut nous faire penser que c'est un pistolet. Et donc, elle tiendrait le petit garçon à côté d'elle en joue, et il y aurait vraiment une sorte d'étrange malédiction autour de cela. Était-ce un coup de génie pour faire augmenter le prix du tableau lors de la vente eBay? A priori, on a pu ensuite débunker cette histoire et on a révélé que c'était un canular. Mais finalement, en fait, c'est l'artiste le génie dans l'histoire et c'est lui qui a réussi à duper tout le monde, qui a réussi à créer une œuvre d'art qui suscite autant d'émotions au point que les gens la pensent hantée. C'est véritablement un coup de maître. Et n'est-ce pas justement l'essence même de l'art, de nous provoquer une émotion, de nous faire transcender notre propre histoire à travers les choix graphiques, esthétiques de l'artiste qui les a réalisés. C'est justement là que je trouve la collection d'œuvres de la fabuloserie absolument fascinante. Il est impossible de ne pas se sentir se projeter dans les œuvres en y mettant un petit bout de notre histoire personnelle, mais de se sentir aussi saisi par l'histoire personnelle des artistes qui les ont réalisées. Finalement, l'art brut,
Au-delà des considérations esthétiques, c'est un art qui transcende notre notion du beau pour aller nous toucher profondément dans notre âme. Si la collection d'art présentée à la fabuloserie vous a fasciné et que l'art brut en général vous intéresse, vous pouvez bien sûr vous rendre sur place, c'est un super musée. Vous pouvez aussi découvrir le musée d'art brut à Lausanne, en Suisse. C'est un des premiers musées qui s'est ouvert sur le sujet. Et vous pouvez aussi vous intéresser à la Watts Tower Art Center à Los Angeles. J'en avais déjà parlé, c'est une œuvre d'art à part entière qui a été réalisée par un seul homme durant sa vie, c'est extrêmement impressionnant et on en avait déjà parlé à l'occasion du facteur cheval, le palais idéal du facteur cheval. Je vous mets le lien de la vidéo ici ou ici. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance sur le projet, je vous conseille fortement de trouver le livre du collectionneur original, c'est-à-dire de l'initiateur de ce projet, Jean Bourbonnais. Le livre s'appelle La fabuloserie, art hors les normes. Comme toujours, je vous mets un lien dans la description ci-dessous. Après, les livres sur l'art brut, ils sont nombreux, je vous laisserai faire votre choix à travers tout ce qui est présenté, mais je trouve que prendre le livre directement du collectionneur qui a créé la fabuloserie, c'est un beau cadeau. Merci d'avoir suivi cette aventure. Afin de soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner pour plus d'explorations insolites. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao!